Bonjour à tous, vous êtes nombreux dis donc. Merci à tous d'être présents pour voilà, la deuxième conférence de Genius et Cam. Moi je suis Nicolas, président du club, et Rémi Bussière, le vice-président. Bon là il n'y a que nous deux sur scène, mais derrière tout ça il y a vraiment un club avec plein de membres. Vous les avez vus, ils ont tous les suites. Donc, voilà, je les remercie pour leur implication, c'est vraiment chouette, on peut faire du bon boulot. Euh, donc voilà, ensemble on a créé ce club en octobre 2021. Alors là, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on l'a créé. En fait, on est parti du constat que les étudiants ont plein d'idées entrepreneuriales, mais manquent d'accompagnement, de structure pour les mener à bien, pour avancer, ce qui mène souvent à l'abandon des projets. Et donc nous, notre objectif, c'est de les aider à développer leur projet entrepreneurial en les accompagnant. Donc comment est-ce qu'on peut les aider? Alors, tous les jeudis midi, on se réunit entre entrepreneurs et étudiants, donc ceux qui ont un projet et même ceux qui sont seulement curieux, intéressés par la dynamique, et puis souvent en compagnie d'entrepreneurs expérimentés. Et donc là, on s'entraide, on brainstorm sur les problématiques de chacun, et donc ça nous aide à avancer. L'année dernière, il y avait 10 projets au club entrepreneur, Genius et Cam, donc 10 projets sur lesquels on a travaillé toute l'année ensemble, et ces 10 projets ont pu pitcher à la fin de l'année au Démo Day, donc devant un jury, et les meilleurs ont pu remporter 3000 euros de lot. Cette année, on souhaite renouveler cette expérience donc avec des nouveaux projets. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à vous aussi. Donc si vous avez des petites idées, des projets qui émergent dans vos têtes, ou même si vous êtes seulement intéressé par l'entrepreneuriat, venez nous voir, contactez-nous, et puis on va faire des choses sympas. Vous pourrez participer du coup aux Démo Day qui arrivent. Et puis ça tombe bien parce qu'on est en train de lancer un programme d'accompagnement pour les étudiants entrepreneurs et camiens. Donc si vous venez, on va vraiment avancer ensemble. Donc on s'entraide, c'est une vraiment bonne ambiance et tout ça dans la bienveillance. Dans la continuité, on organise aussi des événements, donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Donc c'est pas notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est vraiment l'accompagnement des étudiants. Mais c'est important dans le sens où il faut un certain éveil à l'entrepreneuriat. Et puis aussi, dans un second temps, rencontrer les acteurs de l'entrepreneuriat, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est des personnes qui ont plus d'expérience que nous, qui ont vécu des choses avant, qui ont eu des projets. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est très important d'avoir des modèles, des gens qui nous inspirent. Et aujourd'hui, on a vraiment l'honneur d'accueillir avec nous un entrepreneur qui a inspiré des générations écamiennes, qui nous continue à nous faire rêver. Et ça, par sa dynamique, par tous les projets qu'il a eu dans sa vie. Donc c'est très intéressant. Bon, vous l'aurez deviné, c'est Olivier de la Clergerie qui est maintenant à la tête de LDLC avec son frère qui compte plus de 700 millions de chiffres d'affaires. Bon, bah, chers étudiants, monsieur Olivier de la Clergerie. Qu'on précise tout de suite. Je vous laisse le faire. Alors, on m'a demandé de choisir une musique pour l'entrée qui est hyper impressionnante, bien sûr. Donc déjà, bonsoir, je suis ravi d'être là, je suis ravi de revenir à l'ECAM. En tant qu'ancien, on pourra en parler. Mais la guerre des étoiles, c'est pas Dark Vador, hein. C'est juste que comme le mot avait été choisi à la tête d'un empire, je trouvais que c'était un joli clin d'œil au mot qui avait été choisi, et on verra plus loin que c'est pas très sombre comme empire. Ok, donc dans un premier temps, on peut peut-être voilà, revenir sur votre expérience en tant qu'écamien, ouais, alumni écamien, c'est important de le préciser. Et puis après, tout votre parcours, voilà, rapidement, ça peut être intéressant de. Non, mon micro fonctionne ou pas? Il va revenir, je pense. C'est bon là? Non, toujours pas. C'est pas tant pis, c'est pas grave. Ouais, attends. Et là, ça fonctionne? Non, oui, je sais pas, moi j'ai des. Mais bon, ok, bon, bah, je vais parler comme ça alors. Et ben, du coup, en fait, pour ce soir, enfin pour ce soir, début de soirée, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'analyser votre parcours. Donc, tout d'abord en tant qu'étudiant. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait l'ECAM? Qu'est-ce que vous avez fait à l'ECAM? Vous avez aimé, etc. Et ensuite, on va essayer de décortiquer étape par étape votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, le patron de LDLC. Donc, du coup, on va commencer maintenant, je pense. Alors, pourquoi est-ce que vous avez rejoint l'ECAM? Oh là, ça remonte à quelques années. D'abord parce que, honnêtement, je ne me posais pas tant de questions que ça quand j'ai passé mon bac.
Mon frère avait été rentré à CPE. J'étais intéressé par l'informatique. J'aurais pu faire CPE à l'origine, mais il y était déjà. Je voulais pas être tout de suite avec mon frère. J'étais intéressé par le côté industrie, ingénieur aussi, le côté très généraliste de l'ECAM, mais une forme de découverte. Donc, je me suis dit, je vais tenter, puis on verra bien où ça mènera, est-ce que ça me plaira. Il y avait une part d'inconnu dans le choix, mais ça reviendra, et j'insiste dessus parce qu'il y a, on en parlera plus tard sans doute, mais dans l'entrepreneuriat, il y a une part de curiosité, il y a une part de vouloir tenter des choses, etc. Et finalement, mon choix d'école a suivi un petit peu ce schéma-là. Le fait de se dire, tiens, pourquoi pas. Merci beaucoup. Donc vous êtes rentré. Hormis les qualités académiques, etc. Parce qu'il y a quand même, bien sûr, il y a eu un tri sur le point, mais hormis ces éléments-là, c'était vraiment ça. Parce qu'à cette époque-là, en fait, la formation, il n'y avait que la formation à métier. Donc Oui. vous êtes rentré à la prépa des latéralistes. Exactement, ouais, ouais. Ah ouais, c'était la formation très très classique. Voilà. 2 années de prépa. Il y avait la différenciation entre le cycle vraiment prépa qui était vraiment découpé et le cycle ingénieur. Et une organisation qui était quand même un petit peu différente, même si j'ai fait mon cycle ingénieur dans ces locaux. Donc je ne suis pas complètement perdu. Mais pendant que j'étais en prépa, ces locaux étaient en fait l'atelier dans lesquels il y avait les machines-outils, etc. Et on faisait nos heures d'atelier dans les locaux. Okay. Et c'est vrai que c'est un peu dur à s'imaginer, en fait, les CAM il y a presque 30 ans au final. Est-ce qu'il y avait tout ça? Il y avait toute la vie étudiante, il y avait des clubs, j'imagine moins parce qu'il y avait moins d'étudiants. Oula. Non, visiblement, c'est beaucoup plus actif. Alors déjà, parce qu'il y a le nombre d'étudiants qui a changé. Moi, on était 90 dans ma promo. Donc vous mettez 90 fois 3, vous avez le nombre d'étudiants global sur le campus. Et d'autant plus qu'il y en avait qui étaient en stage. Donc ça veut dire qu'on se rend bien compte qu'il y avait beaucoup moins d'activités étudiantes et extrascolaires. Donc on retrouvait surtout des activités sportives, le rugby. J'imagine qu'il y a toujours un club rugby, mais après je dirais que c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus le bar, le baby-foot, le rugby. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près des. Non, il y avait du théâtre, il y avait des choses comme ça, mais j'ai fait du théâtre à l'ECAM, mais c'était beaucoup plus, voilà, c'était pas une. Je pense qu'aujourd'hui, avec le nombre de personnes, il y a une vie étudiante et un choix d'activités annexes qui est beaucoup plus large que ce que j'ai pu connaître quand j'étais à l'ECAM. Ok, super. C'est intéressant ça. Ouais, Ça nous ça a replonge un évolué. peu dans le. Ok, super. Et après, donc, après les CAM, c'était quoi vos choix un peu décisionnels et puis la suite en fait en fait, nous on est dans un moment où voilà, vers le début ou la fin de nos études, ça dépend pour qui. Et du coup, nous aussi on a des choix à faire. Donc, dans votre cas, lesquels ça a été et où ça a mené par la suite. Alors, en fait, moi, quand je suis sorti de l'ECAM, j'étais dans une situation assez particulière. Je ne sais pas si c'est particulière. En fait, j'avais un petit peu. C'est moi, c'est le Là, et c'est bien. Non, c'est bon, vous m'entendez? Oui. J'avais un peu de temps parce que, en fait, il me restait 2 ans. Je pouvais encore gagner 2 ans avant de partir faire le service militaire. Encore obligatoire à l'époque. Là encore, ça ne rajeunit pas. Et donc, ces 2 années, je les ai mis à profit pour aller continuer mes études parce que je voulais compléter le plan de connaissances que je pouvais avoir. Autant j'avais senti à l'époque sur le programme d'apprentissage de l'ECAM un apprentissage qui était très poussé, ingénieur, vraiment sur les préparer à travailler dans le monde industriel, dans le monde de l'entreprise, voilà, mais sur ces côtés vraiment ingénieurs, ce qui correspondait à l'école et à la formation arts et métiers. Mais autant j'avais envie de découvrir un monde plus lié à la vie de l'entreprise et l'autre pan en fait de ce que peut représenter le monde du travail, ce qui donne en fait entre la technique et les aspects plus finance ou autre, la vision entrepreneuriale. Et donc comme j'avais 2 années devant moi et que c'était possible, j'ai tenté et j'ai pu le faire. Donc je suis rentré à Lyon en admission parallèle et donc j'ai fait le programme de grande école générale, donc en 2 ans au lieu de 3, puisque c'était de l'admission parallèle.
Et donc, jusqu'en 96, j'ai été étudiant à l'EM Lyon, où j'ai suivi le diplôme de l'EM Lyon classique, mais avec l'option finance. Voilà. Ok, super. Donc cette option finance que vous n'avez pas forcément réutilisée après. Oh, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et alors, après l'EM, quelles ont été les portes qui se sont ouvertes à vous et que vous pouvez analyser comme grâce à l'EM Alors, l'EM a amené ce que je pense aujourd'hui qu'on trouve différemment dans le monde, dans le monde étudiant. Ça m'a amené vraiment cette vision qui vient compléter la vision technique. Donc, la vision financière, la vision des projets, marketing, comment tout ça peut se mettre en musique. En fait, ça permet d'élargir le champ des possibles, plus que les notions techniques. Et je pense que vous le vivez dans le monde étudiant, c'est pas uniquement le côté technique de ce qu'on apprend quand on est étudiant qui est le plus important. Ce qui est important, c'est apprendre à apprendre, c'est la curiosité, l'éveil, la manière dont on va apprendre à réagir, apprendre à chercher, etc. Et c'est ça qui va faire enfin, moi, c'est ce que je trouve que j'ai le plus utilisé dans ma vie après les études. Et finalement, l'école d'ingénieur, l'ECAM, m'a amené énormément de rigueur dans la recherche, la manière de construire, la manière d'analyser et de mettre en avant. Et la finance m'a amené énormément d'outils dans la manière de dire je mets au service de cette construction des outils pour permettre d'aboutir à la construction et pas simplement de pouvoir les faire entre guillemets sur le papier. Et donc d'avoir une vision assez complète de ce que peut être le monde de l'entreprise. Donc quand je suis sorti de ces études, je me sentais vraiment riche d'un choix de métier ou d'aventure. Je vais parler d'aventure parce que je pense que c'est plus parlant. D'aventure dans la vie professionnelle qui m'attendait. Sans savoir. Alors, en sortant de l'EM, j'avais déjà créé avec mon frère LDLC. Hein. On l'a créé quand on était étudiant. Donc, puisqu'on l'a créé en janvier 96 et j'ai été diplômé de l'EM en juin 96. Donc finalement, j'étais déjà entrepreneur en sortant de l'EM. Simplement, il faut bien avoir conscience que quand on a créé LDLC, c'était une SARL à 50 000 francs de capital, c'était en francs, donc 7 500 euros de capital. Donc aujourd'hui, vous savez bien qu'avec 7 500 euros, quand vous dirigez une entreprise, vous ne faites pas énormément de choses. Et pourtant, je vous dirais que c'est possible de faire beaucoup de choses avec 7 500 euros. Mais ça montre qu'on avait déjà cette envie d'aventure sans avoir conscience que cette aventure nous porterait jusqu'à ce qu'elle nous a le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc à la sortie de l'EM, je suis allé faire mon service militaire, c'était toujours obligatoire. Et après, j'ai commencé ma vie professionnelle qui a finalement très vite rejoint l'entreprise LDLC, qui avait grandi et qui avait besoin d'une expertise notamment dans l'aspect finance et financement. Ok. Et du coup, en sortant de l'EM, vous aviez du coup un bon bagage étudiant, quand même, ingénieur et un diplôme de l'EM, ce qui est pas mal du tout quand même. L'éternel étudiant, oui, c'est ça, exactement ça. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Donc, il y a une petite période de 3 ans où vous n'avez pas directement travaillé chez LDLC. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Alors, il y a 2 ans que j'ai passé donc à Prague, Ouais. en coopération, puisque j'ai fait un service civil. Donc là, j'ai travaillé en bureau d'études sur du dessin de semi-remorques. Donc là, on a retrouvé vraiment voilà, l'ingénieur arrêt métier vraiment, vraiment fort. Donc ça a été vraiment une expérience très intéressante pour moi du côté international, la découverte de culture, continuer à ouvrir l'esprit, continuer à se découvrir et à finalement alimenter sa propre curiosité, parce que finalement le fil rouge, c'était le fait de vouloir toujours découvrir plus de choses, etc. En fait, c'est une soif d'apprendre au final. Et ces 2 années-là ont nourri cette soif d'apprendre. Et il reste une dernière année, si on compte bien pour aller jusqu'à 3, où je suis rentré en France. Finalement, ça a été quasiment 1 an et demi en fait. J'ai passé 6 mois à aider mon frère, puisque l'entreprise avait continué de grandir, mais n'était pas assez grande pour permettre de payer 2 personnes. Donc j'ai aidé de manière assez bénévole en me disant que je cherchais un emploi sans en chercher vraiment, parce que c'était très intéressant d'aider là encore. Et puis à un moment donné, il a bien fallu que je cherche un emploi. Donc j'ai travaillé 1 an chez Arthur Andersen,
qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez sans doute entendu parler de Enron, mais qui à l'époque existait, qui faisait beaucoup d'audits financiers. Et moi, j'étais dans une partie où j'intervenais au support de l'audit financier pour des audits plutôt côté informatique. Donc notamment dans des sujets de fusion-acquisition, quand ils disaient, bon ben voilà, il y a une entreprise, qu'est-ce qu'on peut penser du système d'information, qu'est-ce qu'on peut penser de ça, comment ça marche, est-ce que ça a l'air bien, est-ce qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent dedans ou pas, et voilà, plutôt des sujets comme ça. J'ai fait ça à petite échelle parce que, là dit comme ça, je n'étais pas le manager de tout le service, hein. Moi j'étais un gratte-papier, hein. Quand on commence, on fait plutôt des rapports que du décisionnel. Mais en tout cas, c'était dans ce type d'action que je travaillais. Et ça a duré à peu près 1 an. Et puis un jour, et c'est là que commence véritablement pour moi à plein temps l'aventure LDLC, c'est qu'un jour on décide d'entrer en bourse au bout de 4 ans d'existence de l'entreprise. Et, et que là, il y a du temps, il y a beaucoup d'énergie à passer, et que c'est pas possible d'avoir un travail la journée et un travail le soir. Voilà. Donc une fois que j'avais épuisé tous mes congés du travail de la journée, j'ai dit il va falloir que je parte. Voilà. Et là, ça a été 100% LDLC, donc c'est arrivé en mars 2000. La bascule vraiment à temps plein sur le groupe. Donc il a fallu à peu près 4 ans entre la création de l'entreprise et le moment où moi je vienne vraiment opérationnellement travailler 100% de mon temps dans l'entreprise. Ouais, donc ça avait évolué entre temps, mais il y avait quand même beaucoup de choses à créer quand vous êtes revenu. Il y a toujours beaucoup de choses à créer dans l'entrepreneuriat. On ne s'ennuie jamais. C'est sûr. Et du coup, là, comme vous l'avez dit, vous avez fait une entrée en bourse. Ouais. Donc vous, c'était comme votre première levée de fonds. C'est vrai que quand on voit en fait dans la création d'entreprise, la première levée de fonds, c'est généralement pas une entrée en bourse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une entrée en bourse et d'offrir vos actions à tout le monde presque? Alors, le sujet du financement est un sujet qui est assez vaste dans le monde de l'entrepreneuriat et puis qui a beaucoup changé dans les 20 dernières années. Si on se remet un petit peu dans le contexte des années 2000, 99-2000, parce que nous, on est entré en bourse en avril 2000, et ça veut dire qu'on a pensé au projet de l'entrée en bourse depuis septembre 99. Puisqu'il faut du temps, on ne sait pas, on ne décide pas, et voilà. Donc en fait, on a bien vu que malgré la croissance de l'entreprise, il nous fallait des moyens financiers supplémentaires pour se développer. Ça, c'est la base du financement. Et pour vous donner des ordres de grandeur, pour comprendre pourquoi on se pose la question, en 96, on crée l'entreprise, ça fait 0 € de chiffre d'affaires, avec, comme je l'ai dit, 7 500 € d'argent sur le compte en banque. Et en 2000, sans avoir levé de fonds extérieurs, on arrive à faire 3 millions de chiffre d'affaires et on est super content parce que c'est déjà une réussite incroyable. Mais par contre, on entend des acteurs qui arrivent et qui disent moi, j'ai rien fait encore, mais je viens de lever 15 millions d'euros. Donc, quand on fait un rapide calcul, on se rend bien compte qu'ils ont levé 5 fois le chiffre d'affaires que l'on fait. Donc, ils ont en banque, en moyen d'action, 5 fois le chiffre d'affaires que l'on fait. Donc, ça veut dire qu'on a beau avoir fait un parcours assez extraordinaire, ils peuvent nous écraser du revers de la main, nous balayer de la table, parce qu'ils ont une puissance financière telle par rapport à nos propres moyens. Pour comparer, nos moyens, ça devait être 30 000 €. 15 millions, 30 000. Vous comprenez bien que s'ils décident d'être agressifs sur les prix ou autre chose, il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on disparaisse du tableau. Et donc, se pose la question de dire on ne peut pas rester dans ces conditions, il faut trouver un financement. Parce que 30 000 €, ce ne sera pas suffisant pour faire face à la concurrence qui arrive. Mais on ne cherchait pas forcément 15 millions d'euros. Donc, on s'était mis en tête de trouver 3 millions d'euros. Donc, c'est quand même, par rapport à notre taille, trouver 100 fois ce qu'on avait. Hein. Donc, c'est quand même important pour nous. Et ces 3 millions d'euros, on a commencé par aller voir des fonds pour regarder un petit peu comment on pouvait aller lever cet argent-là. Le montant n'est pas très important en tant que tel parce que les montants changent, mais les mécaniques ne changent pas. Hein. Aujourd'hui, on parle de licorne, on parle de milliards, on parle de trucs comme ça, mais à la fin, c'est la même mécanique sur le sujet. Et on est allé voir des fonds, et en fait, la philosophie des fonds à l'époque ne nous a pas convaincus, puisqu'on était en pleine bulle Internet où les fonds disaient mais le montant de l'argent en valeur absolue n'est pas important,
puisque de toute façon, ce qui est important, c'est de le dépenser en pub le plus rapidement possible pour grandir le plus vite possible. Donc au moment où vous levez de l'argent pour la première fois, il faut tout de suite que vous sachiez que dans les 3 mois d'après, vous l'ayez dépensé pour refaire une levée de fonds. 3 mois, 6 mois, le temps de refaire la levée de fonds. Donc en fait, ce qui nous expliquait, c'est qu'il fallait faire, en tout cas, il fallait rentrer dans un modèle de dépenses de cash burning extrêmement fort, et que c'était une volonté simplement de passer de levée de fonds en levée de fonds en faisant du cash burning pour grandir le plus vite possible, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet philosophique de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, je vais en tout cas juste dire que nous, c'était pas la vision qu'on avait de la manière dont on souhaitait développer l'entreprise et dans la manière dont on souhaitait avancer. Et là, du coup, s'est présentée une autre possibilité qui était la bourse. La bourse, finalement, hein, on prend une partie des actions de l'entreprise, on les met sur le marché, il y a des gens qui les achètent, ça fait une levée de fonds, une augmentation de capital. Et à la différence des fonds, ces gens, ils ont fait confiance aux dirigeants. Ce n'est pas une partie importante du capital qui est en bourse. Et ça veut dire qu'en fait, on peut garder la philosophie de l'entreprise dans la manière dont on souhaite la développer. Et c'est ce qui nous a, nous, intéressés dans le fait d'aller en bourse plutôt que de nous tourner vers des fonds. Mais la première base, c'était quand même malgré tout de trouver un financement pour disposer de suffisamment d'argent pour essayer, pas forcément de se battre à armes égales, parce qu'on estimait avoir une avance par la clientèle, etc. Mais en tout cas, pour ne pas être complètement dépassé dans la course au développement au niveau du groupe. Et vraiment commencer à changer de dimension. Et quand vous avez fait votre levée de fonds, c'était quoi l'activité principale de LDLC? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs activités. C'était quoi l'activité vraiment principale, votre argument en fait, de levée de fonds? L'activité principale du groupe, c'était vraiment le développement du e-commerce et sur le matériel informatique. Aujourd'hui, on vend plus que du matériel informatique parce que la high-tech, finalement, a grandi, les choses se sont connectées, etc. Donc le catalogue est beaucoup plus large. Mais le métier de base d'LDLC, c'était véritablement vendre des ordinateurs, vendre des PC, assembler des pièces détachées, des composants. Et si on a commencé là-dessus, vous pouvez vous poser la question, c'est parce qu'on était passionné de ce sujet-là. Hein. Donc, j'ai monté des PC, j'ai développé, j'ai bidouillé, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Je continue. Peut-être moins souvent que quand j'avais 20 ans. Mais c'est parti d'une passion, parti d'un sujet qui nous plaisait, qui nous passionnait dans un domaine qui nous passionnait. Et en fait, le sujet, c'était la levée de fonds a été basée sur la mutation de la vente traditionnelle vers la vente en ligne. Et le secteur informatique était forcément un secteur qui était très porteur parce que c'était l'outil. Donc mécaniquement, il a été beaucoup plus rapidement attaché à la vente en ligne que l'ont été d'autres secteurs parce que forcément les gens qui utilisaient des ordinateurs étaient plus appétents pour utiliser le monde Internet et donc la vente à distance. Donc le but, quand nous on a fait la levée de fonds, le principe c'était comme souvent, c'est de dire qu'il va y avoir une mutation de marché et notre but ça va être d'en capter le plus possible pour devenir un acteur important de cette future économie. Je ne vais pas dire nouvelle économie parce que voilà, mais en tout cas à l'époque c'était cette future économie. Ok. Et du coup là, votre poste en l'an 2000, c'était directeur financier. Donc je suis rentré dans l'entreprise en tant que directeur financier pour m'occuper de l'aspect effectivement finance de l'entreprise pour l'introduction en bourse. Et un an après, en fait, j'ai pris le poste de directeur général, même si je continue à m'occuper de la finance, mais j'ai des sujets plus vastes, puisqu'aujourd'hui, si on parle de répartition des rôles entre mon frère et moi je vais avoir une répartition qui est plutôt liée au back-office, logistique, RH, juridique, finance, voilà, plutôt ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que c'est que ces sujets-là, mais c'est plutôt ces sujets-là. Et Laurent va avoir plutôt des sujets liés au front sur le développement, vente, achat, enfin voilà, marketing, enfin tous les sujets qui sont plus liés au sujet business quotidien. Ok, ça marche. Super intéressant. Ok, très cool. Et du coup, après, la suite, c'était dans le développement de LDLC, comment vous avez pu vous développer aussi rapidement et après, commencer à avoir les. Voilà. On a eu un petit peu de chance. D'autres ont eu la même mais sont morts. Donc je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est autre chose, mais
mais on a toujours tendance à penser qu'on a eu une forme de chance. La chance, c'est d'être, c'est finalement de voir l'opportunité qu'on peut saisir, etc. C'est pas quelque chose qui se présente à vos pieds, puis vous avez juste à le ramasser, et puis tout va, c'est super, il n'y a rien à faire. Non, la chance qu'on a eue, pour moi, c'est d'être sorti de nos études au moment où il y avait une transition sur une techno, sur un sujet qui nous intéressait. Voilà, parce que ça, on ne le choisit pas, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Euh, mais la chance, elle s'arrête là. Et après, c'est de saisir les différentes opportunités qui se présentent et arriver à les transformer dans son modèle ou son développement. Finalement, il y a eu des moments clés dans la vie de l'entreprise. Et le premier moment clé de la vie de l'entreprise, ça a été la levée de fonds, mais pas uniquement parce que ça a amené de l'argent, mais parce qu'en fait, il y a eu un contexte très particulier de cette levée, très stressant. On a levé 3 millions d'euros, c'était notre cible de levée de fonds. C'était l'explosion de la bulle Internet. Qu'est-ce que ça veut dire, l'explosion de la bulle Internet? Ça veut dire que nous sommes entrés en bourse le 13 avril 2000. J'essaie de parler plus fort parce qu'il disparaît. Voilà. Le 13 avril 2000, il faut savoir que le 14, il n'y a plus d'introduction en bourse parce que le marché ne souhaitait plus avoir de nouveaux acteurs parce que le 11 avril 2000, le Nasdaq perdait 8 à 10% en séance parce que tout le monde se disait non mais il y a un problème, il y a une bulle, tout explose. Donc vous vous dites qu'il y a 6 mois, vous voulez partir en bourse, vous avez une date depuis 4 mois et que 2 jours avant, le monde s'écroule. Mais que finalement, vous passez sur le coup près, quoi. Là, vous vous dites, bon, j'ai pas choisi le timing, mais quand même, c'est pas passé loin. Et le premier point, on se dit, on est content parce qu'on a l'argent. Mais on ne mesure pas la chance que ça représente, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, nous, on a levé de l'argent, mais il n'y a pas eu de concurrence nouvelle, possible, pendant les 4 à 5 ans qui ont suivi. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de fonds, il n'y avait plus d'argent disponible pour des gens qui auraient souhaité monter leur entreprise à ce moment-là. Et ça a été une chance du coup extraordinaire de contexte. Après, il fallait garder la tête froide, pas faire n'importe quoi, etc. Parce que ça ne se réalise pas comme ça. Mais ça nous a permis de passer en 2000 de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 140 millions d'euros en 2005. Avec plein de problèmes, parce qu'il faut gérer l'hypercroissance. Ça ne se gère pas facilement. Parce qu'on n'est pas dans le service. Hein. On rajoute un serveur, on livre des produits. Donc il faut pousser les murs, il faut stocker les produits, il faut gérer toute la logistique autour de ça. Mais véritablement, ça nous a permis d'avoir un terrain de jeu et de capter la transformation du marché dans les 4 à 5 années qui ont suivi et d'atteindre une taille critique significative dans le monde de la distribution. Donc voilà, donc ça montre que dans ce cheminement-là, voilà ce qu'on a fait. On a géré l'hypercroissance. C'est génial d'avoir des gens qui vous commandent sans que vous ayez même à les chercher. Ils viennent. Mais quand vous dites, bah là j'ai 300 mètres carrés de stock, mais le mois prochain, il faut que j'en ai 600, puis le mois d'après, il faut que j'en ai 1500, mais que vous devez signer un bail pour des locaux qui est en 3-6-9, 3 ans, 6 ans, 9 ans, et vous dites, mais moi je ne sais pas ce qui se passe en 6 mois. Déjà, vous comprenez que vous allez avoir un certain nombre de casse-têtes à gérer dans ces périodes-là et que rien n'est simple. Parce que rien n'est adapté à des croissances forcément aussi rapides. Surtout à une époque où on n'a pas tous les outils. Alors le scale-up, ça n'existe pas. Enfin, voilà, c'est un concept qui vient bien après. Donc on est vraiment sur des problématiques très, très terre à terre. Il n'y a pas d'outils SaaS, il n'y a pas d'éléments, il faut tout trouver. Et le monde dans lequel on se développe est un monde qui n'est pas connu des éditeurs. Donc tout ce qu'on vit est un cas particulier. Donc ça n'existe pas. Voilà. Donc la vraie problématique qu'on a eue, mais qui est passionnante à la fois, et c'est pour ça que je parlais au début de curiosité, d'aventure, etc., c'est d'être porté par un esprit d'aventure constant, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On n'est pas en train de penser à une réussite financière, on est juste en train de penser à
je mets un pied devant l'autre et j'espère aller le plus loin possible. Et c'est fabuleux ce que je vis. C'est une opportunité incroyable. Voilà. Et alors à ce moment-là, vous êtes décisionnaire, vous êtes en quelque sorte dirigeant. Euh, vous avez plein de choix à faire pour que la société avance, et du coup scale up. Euh, Quel a été le choix le plus difficile que vous ayez eu à faire dans ces moments-là? Ralentir. Ralentir. Paradoxal. Oui, mais parce qu'en fait, comme je l'expliquais, l'hypercroissance peut brûler les ailes, hein. Beaucoup d'entreprises peuvent mourir de grandir trop vite. Une chose qu'on apprend quand on fait, enfin en tout cas une chose que m'a appris la finance quand je suis allé à l'EM Lyon, c'est qu'on peut mourir avec des très beaux résultats. Parce qu'en fait, ce qui fait vivre une entreprise, c'est pas ses résultats, et on le voit très bien aujourd'hui avec des entreprises qui ont perdu de l'argent pendant des années avant d'en gagner. Ce qui fait vivre et mourir une entreprise, c'est l'argent qu'elle a sur son compte en banque. Donc on peut se dire, j'ai de la croissance, j'ai des résultats comptables, parce que j'ai fait de la marge, etc. Mais comme j'ai besoin de plus d'argent que je n'en ai pour acheter mon stock ou pour aider à me développer, finalement, les banques, ça s'arrête et l'entreprise meurt. Donc on peut mourir en bonne santé. Mais ça, il faut en avoir conscience. Donc l'hypercroissance, c'est aussi dangereux que la non-activité, si c'est pas bien géré. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je dis ralentir, ce n'était pas le but de mettre les freins, etc. Mais c'est le but de se dire, c'est génial de grandir, mais est-ce qu'on a les moyens de grandir aussi vite? Est-ce qu'on n'est pas en train de filer dans le rouge complet et que finalement tout va péter et ben, on aura perdu tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur, parce qu'il faut l'enthousiasme de vouloir grandir et la raison de ne pas le faire n'importe comment. Et je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard, parce que vous avez bien compris que gérer les deux tout seul, ça s'appelle de la schizophrénie. Oui. Donc en général, c'est mieux quand on est plusieurs. Ok, c'est intéressant. Du coup, il y a eu aussi peut-être un moment d'hypercroissance où tout s'accélérait, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, OK, on revient un peu, on revoit un peu les valeurs d'entreprise, comment on communique, et essayer de se stabiliser par rapport à ça et communiquer la bonne chose Alors on ne se l'est pas dit comme ça, on a été rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de courir et d'aller très vite, on a fait un faux pas. Et c'était en 2005. Et en 2005, lors d'un déménagement logistique qui ne s'est pas bien passé du tout, pour la première fois de notre vie, on a fait moins 20% de croissance. 20% de décroissance. Voilà, donc, et après avoir grandi très très vite pendant de nombreuses années, on a connu notre première crise. Et cette crise, elle est vraiment arrivée. C'est une forme de crise de croissance. Ça n'a pas été une crise d'argent, ça a été une crise de structuration. Il a fallu qu'on grandisse, qu'on crée un entrepôt plus large, plus grand pour prévoir l'avenir. Et ben en fait, on n'a pas pensé à tout. Et donc, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, il a fallu gérer la crise. Et là, il n'était plus question de savoir comment on va grandir vite, etc. D'abord, c'était comment on va survivre. Voilà. Et ensuite, on a survécu. Comment on redémarre, quelle est la nouvelle équation, qu'est-ce que ça génère, etc., etc. Donc ça montre juste très rapidement que si, on en reviendra plus tard, mais si vous voulez être entrepreneur un jour, préparez-vous aux montagnes russes. Voilà, ça peut bouger très très vite, très fort, et c'est très important d'en avoir conscience parce que dans ces moments-là, l'entrepreneur, le dirigeant, c'est comme le capitaine du navire, c'est celui qu'on va regarder. Donc si le dirigeant il a les pieds par terre et il fait un signe de croix, il dit de toute façon c'est foutu, vous imaginez bien que tout le monde derrière dit bon si même lui n'y croit pas, c'est pas nous qui allons dire ça va se passer. Donc en fait, vous insufflez les valeurs, vous insufflez votre vision, vous insufflez tous ces éléments-là, que ce soit dans les bonnes périodes ou que ce soit dans les périodes plus compliquées. Parce que vous êtes le repère de l'entreprise, vous êtes l'incarnation quelque part de l'entreprise. Donc ça, c'est des points qui sont très importants, et c'est ces sujets-là qui sont les sujets qui donnent finalement l'âme
de l'entreprise dans ces moments. Et ce qui fait que vous avez des gens qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vont donner beaucoup dans ces temps durs, qui vont serrer les coudes ou qui vont se sentir, si vous n'avez pas d'âme, etc., très détachés. Parce que finalement, s'il n'y a pas de représentation pour eux, pour l'entreprise, ben, après tout, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien, c'est pas l'élément le plus important. D'accord. Okay. Et quand vous parlez de croissance, c'était le chiffre d'affaires ou la capitalisation? Le chiffre d'affaires. Ok. Donc, d'un mois à l'autre, il y avait du coup un nombre de commandes. Donc là, comme vous l'avez dit, après l'hypercroissance, un nombre de commandes qui a chuté. Vous savez pourquoi est-ce que ça a chuté ou... Ah oui, oui, oui. Alors, comme tout bon économiste, on sait toujours pourquoi après. C'est toujours facile de faire un diagnostic après. Mais en vrai, le diagnostic, il n'était pas dur. Je vais vous l'expliquer en quelques secondes et vous allez comprendre très rapidement. Vous allez voir, c'est hyper basique. On a mis en place un nouvel entrepôt et on ne savait plus expédier nos commandes. Ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est quand vous avez des organismes d'autorité publique, comme la répression des fraudes, qui reçoivent des plaintes de clients qui, du coup, ne sont pas livrés, alors qu'on a les produits en stock. Hein. C'est même pas qu'on ne veut pas les livrer, c'est juste que, comme on n'arrive pas à faire fonctionner correctement, on n'arrive pas à livrer. Et la répression des fraudes vous dit, bon, bah, puisque vous n'êtes pas capable de livrer, etc., vous devez afficher sur la page de votre site principal, nous ne savons pas si nous allons vous livrer. Et il faut que ce soit bien visible. Bon, une fois qu'on a ces deux indices, on comprend que d'un point de vue du chiffre d'affaires, et les commandes, ça a un impact drastique. Voilà. Et ça, c'est une vraie crise. Parce que tout d'un coup, il faut répondre aux problèmes pour être à nouveau capable de livrer correctement avec le client. Et ensuite, il va falloir faire comprendre aux clients que le problème est un problème passé. Et que ce n'était pas la fraude, ou que ce n'était pas une problématique. Donc, quand on a un problème comme ça, ce n'est pas quelque chose qui disparaît en 3 semaines. D'abord, le problème opérationnel, il a fallu à peu près 3 à 4 mois pour le faire disparaître. Donc, vous imaginez bien que le problème d'image, de réputation, on veut, il a fallu plusieurs années pour le rattraper. Donc, c'est voilà, assez intense. Ouais. Il y a une certaine résilience à avoir aussi dans ces moments-là, j'imagine. Ah oui. Même en fait tout le temps. Oui, non, oui, oui. Il y a une résilience et là encore, je dirais que on est plusieurs parce que tout être humain n'est jamais absolument invincible et que le fait d'être plusieurs, associés dans les équipes, etc., bah, c'est aussi un moyen d'avoir des moments un peu moins top et puis voilà, d'arriver à une moyenne qui permet véritablement d'avoir toujours un élément booster dans l'entreprise pendant les périodes de crise. Et après cette période d'hypercroissance, combien de temps est-ce que vous avez parlé de quelques années, combien de temps est-ce que ça a duré cette période en fait de, je sais pas, flou, de calme? Oh, ça a duré quelques années parce que nous, on a connu notre crise je dirais que celle-là, elle a duré 3 ans. Entre la crise opérationnelle, financière, etc., elle a duré 3 ans. Mais si on rajoute 2005 et plus 3, ça fait 2008. Et en 2008, est arrivée une crise mondiale, subprime, etc. Donc je dirais que voilà, on a appris à vivre des crises qui n'étaient pas que les nôtres, mais qu'il y en avait encore d'autres. Et que finalement, ça ramène que pour apprendre à vivre dans un monde qui est imprévisible et s'adapter. Et finalement, la crise des subprimes a pour nous été en fait une crise qui a été là, un petit peu comme celle de l'explosion de la bulle Internet. Ça a été une crise qui a été très intéressante pour nous parce qu'on l'a abordée dans un esprit, on s'est dit on ne va pas se battre pour faire du chiffre d'affaires dans ce contexte-là, donc c'est pas la peine d'aller chercher de la croissance, la crise est trop forte. Mais par contre, comme tout le monde a conscience qu'il y a une crise importante, on va aller voir tous nos partenaires et on va renégocier tous nos contrats. C'est la crise. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme terrain d'entente pour faire des économies, etc., etc., parce qu'on est impacté et il faut quand même que tout le monde puisse s'en sortir. Et ce qui a fait que quand en 2010, 2009-2010, le marché est bien reparti,
en fait, on était nickel d'un point de vue financier pour redémarrer. Parce que dès que c'est reparti, ben, en fait, on avait vraiment fait tout ce qui était nécessaire pour avoir les meilleurs ratios financiers, la meilleure profitabilité de rebond possible pour l'entreprise. Donc, voilà, donc on a utilisé la période pendant laquelle personne ne pouvait avancer, le marché restait figé, pour vraiment optimiser la mécanique du groupe. Et donc c'est ça. En fait, il faut arriver à jongler, se dire, finalement dans cette période-là, puisqu'on ne faisait rien en termes de particulier, en termes de chiffre d'affaires, mais qu'aucun concurrent ne faisait, enfin tout le monde subissait la même chose, finalement on ne prenait pas de retard. Donc on pouvait porter notre attention sur autre chose. Voilà. Donc finalement, toute période est une période sur laquelle, si on arrive à la lire correctement, c'est-à-dire, bah, ça veut dire juste qu'on ne doit pas porter notre attention sur ce sujet-là, mais peut-être sur un autre sujet, ou peut-être sur un autre sujet, pour chercher à continuer à développer l'entreprise dans les meilleures conditions pour l'avenir. Okay. Et là, en 2010, quel était le chiffre d'affaires de la LDLC pour se comparer aujourd'hui? Bah, autour de 150 millions. Okay. Donc on voit 2005, 144, 2010, 150. Voilà. Ouais. On était redescendu à 120, hein, donc on avait quand même regrappillé un petit peu. Ouais. Mais on n'était plus dans l'hypercroissance. Ok, moi c'est chouette, dans toute difficulté, voir une opportunité, alors. C'est un peu le... oui, parce que si le dirigeant, si l'entrepreneur ne la voit plus, voilà, c'est pas bon signe. Et du coup, à ce moment-là, vous étiez donc les deux frères, Laurent et vous-même, et aussi votre sœur? Caroline, oui, tout à fait, qui était présente aussi, ouais. Ok. Donc, vraiment l'entreprise familiale, oui, tout à fait. Okay. Donc, et depuis l'origine, donc ça s'est créé en tant qu'entreprise familiale au tout début, avec 4 actionnaires. Et donc mon frère, ma mère. Voilà. Ok. Il n'y a que mon père qui n'y était pas. Ok, d'accord. Parce qu'il n'est pas en lui. Non, parce qu'en fait, dans les premiers projets de l'entreprise, on souhaitait, au-delà de la vente de matériel informatique, développer des logiciels. Et que mon père était cadre dirigeant chez Renault BI, Renault Trucks aujourd'hui. Et que comme on souhaitait pouvoir avoir la possibilité de vendre des logiciels à Renault Trucks, on ne souhaitait pas qu'il y ait conflit potentiel d'intérêt entre la structure qui présentait une offre de vente et l'entreprise Renault Trucks. Voilà. Ok, et au final, après, il n'a pas non plus souhaité rejoindre forcément le processus. Non, après, l'entreprise a vécu sa vie comme ça. Et puis, okay, voilà. Ok, et après, au niveau responsabilité, est-ce que ça se mariait bien d'être 3 sur un projet? C'est vrai qu'on peut se poser la question sur un projet entrepreneurial, être 2, être 3, est-ce que c'est pas mieux de rester tout seul Bon, dis non, du coup, dans ce cas-là. Alors, non, dans ce cas-là, en fait, le sujet, il est très philosophique. Et il est très attaché à chaque personne. Ma conviction personnelle, j'en ai touché juste un petit mot avant, c'est que être entrepreneur, c'est être capable à des moments de s'enlever toutes les barrières intellectuelles pour avoir une prospective complète. Et enlever les barrières intellectuelles, c'est être capable de se dire, alors j'ai pensé à ça, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, et c'est de jamais dire mais. C'est toujours c'est super, c'est super, c'est super. Ça, c'est une vision prospective. On construit sans limite aucune, parce qu'on est vraiment dans la prospective. Et il y a un moment donné, on va revenir dans la réalité. Ça n'enlève pas la vision prospective, mais c'est-à-dire, mais comment je le mets en musique concrètement? Et là, on doit avoir conscience des barrières qui vont nous gêner et comment on va devoir les contourner. Donc, ce n'est pas une question d'avoir peur des barrières ou de dire non, ce n'est pas possible, c'est de dire si on ne peut pas faire comme ça, quel plan, quel chemin on choisit, etc. Et ça, c'est une vision de l'esprit qui est complètement différente. Comment on peut à la fois être complètement libre de sa vision et à la fois être suffisamment terre à terre pour se dire ah mais il y a ça, comment je fais, etc. etc. Et c'est là où le fait d'être plusieurs, pour moi, est une aide vraiment forte parce que ça permet de trouver des éléments qui, dans une équipe, vont être très complémentaires sur ces sujets-là et qui va permettre de donner le plus d'opportunités possibles à l'entreprise en étant à la fois innovant et réaliste. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Si on est tout seul, arriver à se dire le matin, j'ai 0 limite et l'après-midi, subir toutes les limites de la vie de son entreprise,
je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement, extrêmement simple. Ou en tout cas, s'il y a des gens qui y arrivent, ce sont des profils très atypiques. Donc on ne peut pas, à mon sens, considérer que c'est la norme et que c'est comme ça qu'on va forcément construire une entreprise. Il y a des gens qui doivent pouvoir y arriver, c'est super, mais je ne pense pas que ce soit l'accessibilité de tout le monde. Voilà. Le deuxième sujet, pourquoi être plusieurs, c'est que dans les moments difficiles de l'entreprise, être plusieurs, c'est aussi justement arriver à gérer la complexité et ne pas faire tout reposer sur les épaules d'une seule personne. On a besoin à des moments d'être capable de décompresser. Toute personne, entrepreneur qui soit, star ou quoi que ce soit, il y a des moments donnés, ça reste un être humain, et il y a des moments donnés où il y a un besoin de décompression. Voilà, c'est forcé. Donc le fait d'être plusieurs, c'est aussi cette capacité d'être en confiance et de se dire, ok, je te donne le témoin, tu gères là, moi je prends un petit peu de recul et je vais revenir en étant frais, dispo et prêt à réattaquer correctement. Okay. Et ça, pour moi, c'est un élément majeur dans les réussites d'entreprise. Ça n'est pas un élément absolument nécessaire. Il y a des gens qui ont entrepris tout seuls et qui ont fabuleusement bien réussi. Mais j'ai au fond de moi un doute sur le fait de ce qu'on appelle le tout seul. Est-ce qu'ils sont tout seuls dans la lumière avec des équipes extrêmement derrière fidèles qui répondent, etc. Ou est-ce que c'est vraiment tout seul dans tous les éléments? Voilà. Okay. Mais moi j'ai une question, avoir des associés c'est bien, mais là c'était quand même votre famille. Est-ce que ça a créé des difficultés supplémentaires, le fait que ce soit du coup votre frère, votre sœur? Alors je dirais que frères et sœurs associés, dans le principe ça ne change pas grand-chose, si ce n'est l'intensité des échanges. Puisqu'en famille on peut se dire beaucoup plus de choses qu'entre associés. On se connaît très bien. Moi, je dis souvent à mon frère, ce qui n'est pas la réciproque, puisque c'est le frère aîné, que je n'ai jamais connu ma vie sans lui. Il fait partie de mon univers à ce jour. Lui a connu 1 an et demi sans moi. Je ne sais pas s'il s'en souvient parfaitement. Mais, voilà. Mais ça veut dire en réalité qu'on se connaît parfaitement. On a partagé tellement de choses que ça va au-delà de ce qu'on peut avoir avec un associé. Donc c'est ça qui est plus intense. On peut se dire des choses peut-être plus dures qu'avec un associé et accepter ces choses-là et revenir. Alors qu'un associé pourrait dire je claque la porte, c'est fini, etc. Donc c'est plus intense. Mais ça ne change pas le fondamental avec l'associé. Ce qui change globalement, c'est qu'avec la famille, comme c'est plus intense, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est compatible pour s'associer en famille, soit on n'est pas compatible. Et la première raison de la compatibilité, c'est la complémentarité. Si on souhaite la même chose, le même poste, les mêmes fonctions, bon, à un moment donné, toute famille confondue, l'histoire nous a montré que ça s'appelle un pugilat et que ça finira dans un bain de sang. Alors, un bain de sang, pas forcément au sens littéral, mais en tout cas, ça va attacher fortement les relations familiales. Dans le passé, ça pouvait vraiment être le bain de sang militaire. Mais donc le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime faire. Est-ce qu'on attend les mêmes choses dans l'entreprise? Est-ce qu'on attend le même poste? Est-ce qu'on est complémentaire? Voilà, qu'est-ce qui nous fait vibrer chacun? Et c'est cette connaissance-là qui permet de se dire que ça va bien marcher en famille ou pas. Et si je prends par exemple l'exemple aujourd'hui avec mon frère, je disais lui, il est plutôt moi je suis plutôt bac, parce que ce sont nos tempéraments. Et il n'a pas envie de faire ce que je fais, et moi, j'ai pas envie de faire ce qu'il fait. On se sent bien là où on est, on a confiance entre nous sur le fait que chacun fait sa mission de manière impliquée et on a confiance dans le résultat qui sera donné et on peut en parler. Voilà. Ça marche. Mais ces éléments-là, on enlève le côté familial, c'est des éléments qu'on va retrouver avec son associé en fait. Ça ne change pas tant de choses que ça. Et c'est pour ça que je disais ce qui change beaucoup, c'est l'intensité. Et est-ce que c'est resté dans le temps, en fait, cette complémentarité? Parce que l'ILC, ça a évolué. Les fonctions que vous aviez au début sont quand même, je pense, bien différentes que celles que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'elle est restée la même, cette complémentarité, tout au long de l'aventure? Oui, elle aurait pu changer, parce qu'effectivement, rien n'est jamais gravé dans le marbre. On ne pilote pas une entreprise de 5, 10, 15, 20 personnes, on pilote une entreprise de 1100 et quelques personnes.
on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas la même fonction. Voilà, donc c'est un vrai parcours et c'est un vrai cheminement aussi, cet aspect-là. Parce qu'on peut très bien se retrouver dans le développement d'une entreprise et de se dire, mais en fait, j'adorais faire ça à cette taille-là, puis aujourd'hui, le métier que je fais ne me plaît plus, ne me convient plus, n'amène plus l'étincelle qui faisait que j'avais envie de développer l'entreprise. Donc c'est vrai que vivre l'évolution d'une entreprise dans les périodes, c'est vivre aussi énormément d'évolution personnelle, de questionnement personnel en termes de relations associées, etc., de relations sur ces points-là. Et la complémentarité peut effectivement être remise en cause de manière régulière à chaque changement de modèle, de taille de l'entreprise. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Il faut juste en avoir conscience que c'est un petit peu comme dans une relation, un petit peu comme dans une famille. Voilà, c'est ce qui existe aujourd'hui ne préjuge pas de ce qui existera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Même si on a envie d'écrire une histoire comme ça, finalement, on doit accepter une forme d'inconnu. Ok. J'ai une question par rapport à le LDLC qu'on connaît maintenant. Est-ce que l'aspect création que vous aviez au moment où vous l'avez rejoint 4 ans après sa création, ou même les années qui suivaient, est-ce que cet aspect création, vous l'avez toujours innovation, tout en restant réaliste, comme vous le disiez? Est-ce qu'on a gardé l'esprit startup en grandissant? Alors, je vais déjà définir ce que c'est que l'esprit startup. De mon point de vue, chacun prendra la définition s'il le souhaite ailleurs, etc. De mon point de vue, l'esprit startup, c'est un bouillonnement d'idées, d'innovation, etc. C'est le fait effectivement de garder cet esprit d'agilité, de garder l'esprit ouvert et de ne pas s'enfermer dans la réglementation, dans l'impossible, dans ci ou dans ça, etc. Mais de garder cette ouverture d'esprit que tout doit être regardé, tout doit être analysé, et que c'est dans le bouillonnement, et que c'est quelque part dans une forme de désordre que souvent il se passera quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui va permettre peut-être de dire je saisis ce sujet-là, opportunité. La fameuse chance, la sérendipité de la création. Et ça, c'est le sujet majeur. Et la réponse à la question, c'est de dire on l'a perdu un temps. Pendant ces années, après la crise, etc., où on a dû rationaliser, faire face sur les points, où il y a sans doute eu le curseur de la rationalisation est allé trop loin, a pris le dessus par rapport au curseur de l'innovation. Et à un moment donné, on en a souffert, et on s'est dit non, c'est pas possible, il faut vraiment retrouver. C'est pas parce qu'on est 500, 800, 1000 qu'il est impossible de garder un esprit startup. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, l'esprit startup, il n'est pas lié à la taille de l'entreprise, il est lié à l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est le fait d'accepter qu'on puisse avoir des idées, tout le monde puisse changer quelque chose, que tout n'est pas inscrit dans le marbre, que voilà, tout le monde peut participer. Que la hiérarchie n'est pas l'élément le plus pesant ou imposant de l'entreprise, que c'est pas parce que vous êtes en train de dire moi je suis là, puis j'ai un N+1, puis un N+2, puis un N+3, et donc il faut que je parle bien à mon N+1 pour aller voir mon N+2 pour qu'il machin, etc. Non, si vous avez envie de parler à votre N+3 parce que vous avez une bonne idée, vous le croisez au café le matin, vous parlez de votre idée à votre N+3, et votre N+1 et N+2, ils ne doivent pas être choqués de ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas transparent avec eux. Ça veut dire que les idées, la communication, elle doit être fluide. C'est ça le sujet de fond. Et c'est ça qu'on avait perdu et qu'on a essayé de réinstaurer par les aspects sociaux dans l'entreprise, par la gestion du management, pour permettre justement de retrouver cette fluidité qu'on avait et cet échange informel qu'on avait lorsqu'on était une structure plus petite. Donc aujourd'hui, oui, on a au sein d'LDLC, pour moi, conserver l'esprit startup ou retrouver l'esprit startup qu'on a perdu un certain temps parce qu'on a cru que la structure de l'entreprise est plus importante que les idées de l'entreprise. Ok, très intéressant. Et du coup, maintenant, avec tous vos partenariats, avec l'OL, e-sport, etc., est-ce que vous pensez que du coup, cet esprit startup est indispensable à la mise en place de partenariats comme ça, la semaine des 4 heures 4 jours. 4 4 heures, on sent qu'il y a une grande envie d'aller encore plus loin. Alors, parce qu'il y a un livre qui s'appelle La semaine des 4 heures, je crois. Donc, voilà, C'est peut-être je pour comprends ça. le lapsus. Mais Voilà, est-ce que pour vous, c'est indispensable cet esprit startup? euh,
Oui, pour moi, en fait, c'est un résumé de l'esprit de l'entrepreneuriat, en fait. L'esprit startup, c'est vraiment cette volonté de vivre une aventure, de garder le côté joueur. Et je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui va quand je vous parle de jeux, d'aventure, etc., de relations avec mon frère, sur ces aspects-là, quand on était adolescent, je ne vais pas faire de pub à outrance, je ne sais pas si le jeu existe toujours. On jouait à deux jeux de société de manière assez récurrente, qui s'appelaient Bourse et Business. Voilà. Donc, si vous cherchez, peut-être que vous pouvez encore trouver ces jeux d'occasion, peut-être sont encore édités, je ne sais pas. Mais il y a peut-être un signe d'association entre l'entreprise, l'entrepreneuriat, le jeu et l'envie de création. Et je pense que le plus important dans tout cet aspect-là, c'est le côté plaisir. Voilà, c'est le côté de... Alors certains vont vouloir créer une entreprise pour le côté financier, pécunier, se dire voilà, je veux réussir, etc. Très bien, enfin, j'ai pas de problème par rapport à l'idée, mais en tout cas, le moteur premier que l'on a, nous, dans la création d'entreprise, c'est se faire plaisir. Ok. Et donc, c'est pour ça que je parle d'aventure, c'est pour ça que je parle de jeu, c'est pour ça que je parle de tous ces éléments-là, parce qu'en fait, c'est ce qui drive véritablement la vision. Donc, quand on arrive sur des sujets où on se dit, tiens, il y a un truc, c'est super, peut-être que ça peut générer quelque chose, peut-être, waouh, on aimerait bien essayer, ben, là, on retrouve le côté aventurier, le côté curiosité que j'évoquais pendant les études, et tout ça, finalement, c'est intimement lié. Ok. Ok, c'est intéressant. Très, t'as une question encore Ouais, moi j'ai encore deux petites questions. Désolé. question. Moi j'ai encore deux petites questions. Donc aujourd'hui, LDLC, bah, c'est une entreprise à plus de 700 millions de chiffre d'affaires, qui est quand même pas mal. À quoi est-ce que ça ressemble du coup vos journées en tant qu'entrepreneur, en tant que directeur en général, surtout de LDLC? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos missions, vos responsabilités? Euh, Qu'est-ce qui a changé dans le métier? Ben, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins d'opérationnel dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne suis pas là une journée, si je ne suis pas là 2 jours, je pense que globalement, peu de gens s'en aperçoivent. Donc je ne suis plus utile au quotidien à l'entreprise. Et ce qui est une très bonne chose, ça veut dire qu'il y a de la délégation, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui insufflent un souffle nouveau tout le temps et qui amènent leur richesse d'esprit par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien de la journée. Ça veut dire que mon rôle, effectivement, ce qu'on évoquait au début, a pas mal changé. Et je vais avoir un rôle qui est plutôt, effectivement, un rôle euh, presque de mentor dans l'entreprise. C'est-à-dire que les gens vont venir consulter, voir globalement, est-ce que je peux aller dans cette direction, qu'est-ce que je peux faire, quel impact ça peut avoir. Un rôle de vision plus globale, hauteur de vue plus importante, qui permet véritablement de s'assurer qu'une personne, elle se dit, peut-être j'ai peut-être l'idée du siècle, et c'est génial pour elle, mais ça fout tous les autres services par terre. Parce qu'en fait, elle n'a pas la vision ou l'implication de tout ce que ça peut générer autour. Donc, le rôle, c'est de donner une cohérence, donner une vision, donner un cap, et puis après, il reste quand même un petit peu d'opérationnel. Mais généralement, c'est l'opérationnel qui est moins sympa. C'est-à-dire que quand on vient me voir en disant j'ai un sujet, généralement, ça veut dire que toutes les strates, toutes les personnes qui ont le sujet dans les mains, je ne vais pas dire strate parce que ça donne une notion hiérarchique, mais ce n'est pas hiérarchique. Toutes les personnes qui ont le sujet dans les mains n'ont pas réussi à le traiter. C'est ce qu'on peut appeler une patate chaude. Et là, on arrive en tendant cette patate chaude et en disant, bah, je me tourne vers un des derniers maillons de la chaîne et je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, quand ça arrive, c'est que ça a déjà bien traîné dans les différents services. Ils ont essayé de se casser la tête pour trouver des solutions. Ils n'ont pas réussi. Donc, il faut vraiment trancher, arbitrer de manière rapide, prendre des décisions qui peuvent être engageantes pour l'entreprise. Et c'est là que le rôle est important parce que c'est être capable de prendre des décisions engageantes. Ça peut être financier, ça peut être sur des notions relationnelles, sur des contrats, des choses comme ça. Voilà. Et où les gens se disent, ben moi, je ne me sens pas à l'aise de prendre cette décision. Elle est trop impactante pour l'entreprise. Il faut que je puisse avoir un référent par rapport à ça. Et aujourd'hui, le rôle, c'est plutôt voilà, être un rôle de gardien, de dire, OK, voilà les limites du terrain de jeu.
on va quand même pas aller au-delà de ces limites-là. C'est trop dangereux pour l'entreprise. On doit préserver l'intérêt global au niveau de l'entreprise. Et après, je m'assure que tout le monde a les bons outils, que la communication se passe bien, elle est fluide, et que les valeurs de l'entreprise sont bien respectées. Donc c'est presque un jardinier. Voilà. Saluteur, ben, pas forcément, mais. Ok, bah, super. Et ma dernière question, pour tous les entrepreneurs dans le parcours de l'entrepreneuriat, il y a un exercice qui est très dur, c'est le pitch. Est-ce que vous vous souvenez du premier pitch que vous avez fait de LDLC ou du premier pitch pour vous présenter LDLC? Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Alors, non, je ne me souviens plus du détail du pitch, mais je me souviens de où il a eu lieu et comment c'était. Il a eu lieu au Palais Brognard à Paris. C'était un des premiers pitchs que je faisais pour présenter le modèle, et on ne savait pas encore si on allait aller vers des fonds ou vers la bourse. Et donc, c'était devant un panel d'investisseurs, de fonds investisseurs. Et c'était assez impressionnant, d'abord parce que c'était au Palais Brognard à Paris, donc il y avait toute une symbolique. Et ensuite parce que j'avais pas l'habitude, voilà. Et donc et qu'il y avait pas et qu'on ne l'apprenait pas et que donc il fallait se lancer. Mais non, je me souviens pas du pitch en particulier. Bah, Je suis merci. désolé. Oh, bah, pas de souci, hein. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer aux questions du public, s'il y en a certains qui ont des questions. Comme ça. On arrive à les voir parce que ça éblouit vraiment. Non, ça va, on arrive à voir quand même. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour Olivier Leclergerie. Je pense que c'est l'occasion. Ouais, parfait, ça tombe Ton bien. premier rang, magnifique. On n'a pas trop de mal. Question. Comment vous faites pour savoir quand il faut engager, quand il faut faire les contrats avec les personnes, quand il faut engager tout le monde, des salariés, etc. Comment vous faites pour les manager et en fait, pour les assigner au meilleur endroit où ils seront exploiter le maximum de leur potentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu Je vais résumer la question. Comment faire l'embauche en or? Et est-ce qu'il faut embaucher? Donc, comment on est sûr d'avoir le bon profil, le beau potentiel, etc. Et est-ce qu'on doit embaucher? Alors je ne peux pas répondre directement à cette question parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Mais une des réponses, ça va être une question que va se poser l'entrepreneur constamment. C'est est-ce que je dois embaucher? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que je dois lancer un produit? Est-ce que je dois acheter ça? Est-ce que je dois... Est-ce que... Alors je suis désolé, c'est le job de l'entrepreneuriat. Et personne d'autre que l'entrepreneur ne pourra amener de réponse à cette question de manière directe. Donc la réponse de fond, elle se trouve dans la conviction que l'on a sur son propre modèle. On peut interroger des gens pour avoir une certitude ou sur des questions de lecture, de dire, voilà, j'ai des difficultés, la finance c'est ça, etc. Je pense que sur ce point-là, je me challenge et j'écoute ce que les autres personnes vont avoir à me dire sur ce challenge, de dire, pourquoi j'hésite? Est-ce que la personne ressent la même chose que moi? Oui, non, pas du tout, etc. Ça ne veut pas dire que je dois prendre la réponse de la personne, ça veut dire que je me nourris de la réponse de la personne pour essayer de faire mon propre cheminement. Me dire, ok, non, mais ça, j'ai pas de souci, moi, je me sens à l'aise là-dessus, etc. Et ça m'aide à prendre la décision. L'intérêt des mentors. Le mentor, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Le mentor, c'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous questionner, qui va vous challenger, et qui va partager son expérience pour permettre justement d'être capable de répondre à la question. La question ensuite de la perle rare, comment on fait pour la signer à la bonne tâche, etc. Ben, déjà, moi je dirais on l'écoute. Et on se demande si elle a envie de faire ce qu'on lui propose. Et si on ressent l'envie, et si on se fait confiance, ce qui est en général un élément important dans le profil d'entrepreneur aussi, ben on va embaucher la personne. Si on n'a pas confiance, si on ne sent pas la personne, parce qu'on se dit non, mais en fait je ne sais pas, je ne sens pas, voilà, etc. C'est pas toujours rationnel, hein, parce que la relation humaine n'est pas toujours rationnelle. Donc voilà, mais on va à ce moment-là dire non, je ne vais pas prendre. Donc il y a deux aspects différents. Est-ce que je dois embaucher maintenant, qui est un aspect très rationnel lié au business, etc., sur lesquels on peut échanger, et il y a l'aspect de est-ce que je prends cette personne-là et comment je fais pour la manager? Si je ne me pose, moi je trouve que si je me pose la question de comment je vais manager la personne parce que je ne la sens pas, c'est peut-être parce que c'est pas la personne qui est en fit
avec qui on est. Même si elle a des talents extraordinaires. Voilà, c'est très basique ce que je dis. Mais des fois, entreprendre, c'est du bon sens, de la confiance. Et puis voilà. La confiance est très importante parce que vous allez rencontrer toujours des personnes qui vont vous dire ah non, 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 il ne faut pas faire. Si vous n'avez pas confiance un petit peu en vous, sans parler de la fermeture d'esprit, mais si vous n'avez pas confiance un petit peu en vous, dès que quelqu'un va vous dire non, vous allez dire non, mais, non, mais je ne vais pas faire comme ça. Donc c'est là où il y a un moment donné, vous avez vos convictions propres et vous portez vos convictions. Donc je n'ai pas répondu à la question, mais ça donne une orientation. Alors, je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui est très intéressant. En fait, donc, comme je l'ai dit, j'étais étudiant à l'EM et je suivais le programme finance et donc on devait faire des business plans. Donc je faisais des tableaux Excel et je faisais des business plans. Et comme on aimait bien jouer aux jeux de société de création d'entreprise, on a commencé à faire des business plans fictifs sur des domaines d'activité parce qu'il y avait une vraie volonté de créer une entreprise. Mais c'était fictif au début. Et puis finalement, en fonction des endroits où on a commencé à trouver de l'information pour remplir le business plan, etc., et l'endroit où on avait le plus de passion, c'est le business plan de l'informatique qui est ressorti. Donc c'est un modèle à la fois de jeu où on avait envie sans y croire vraiment, qui nous a mené à construire quelque chose d'un peu plus concret et qui ensuite nous a amené à créer l'entreprise. Et pour la petite anecdote, quand on a créé l'entreprise, on était à la fois dans de la vente de matériel et dans de la création de logiciels, dans du développement et vente de matériel. Et le client qui nous a fait créer l'entreprise, parce qu'il nous a dit, bon, bah maintenant, ouais, moi je suis d'accord, il faut démarrer, donc j'ai besoin d'une structure. Bah, ce client qui est notre premier client, c'est aussi notre premier impayé. Voilà, il ne nous a jamais payé. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que c'est lui qui a donné l'impulsion de création, finalement. Donc ça montre là encore que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On appelle ça pivoter, on peut mettre tous les termes qu'on veut aujourd'hui, mais ça montre que finalement, tout a démarré sur une base de rêve, de jeu, d'aventure, qui s'est concrétisé plus vite qu'on le pensait, qui a subi sa première crise très rapidement, mais qui nous a permis de dire non, mais finalement, on ne va pas faire de développement de logiciels pour vendre, on va continuer à vendre du matériel informatique et le développement, puisqu'on savait développer, on va le mettre en place pour essayer de développer un site internet très tôt et voir ce que ça peut donner. Voilà. Vous aviez l'idée, au début vous y croyiez pas trop, et puis pas à pas, ça devait être de plus en plus réel. Alors, on croyait à l'aventure, Ouais, c'est ça. mais par contre, on n'avait aucune idée où cela allait nous mener. Que ce soit une réussite ou un échec, en fait, c'était pas le sujet le plus important. Le sujet, c'était on vit un truc au présent. Moi, recevoir mon premier cabis avec mon nom dessus et me dire j'ai créé une boîte, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une terre inconnue. C'était voilà. Et puis après, commencer à vendre, commencer à voir. Je ne sais pas comment dire, comment faire transmettre cette émotion. Quand j'ai vu la première fois, je me dis la première année, on a fait 500 000 francs de chiffre d'affaires. 500 000 francs, mais pour moi, c'était une somme qui était quasiment inimaginable. Et je me suis dit, mais on a déjà réussi à faire tout ça. Et voilà, donc il y avait une forme de fierté, de joie, des émotions en fait extrêmement intenses qui se mélangeaient avec cette création. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouve oui, l'entrepreneuriat permet de l'avoir. Et à côté de ça, après, j'ai découvert très vite qu'il y avait aussi d'autres sentiments très forts quand vous devez trouver de l'argent, des garanties bancaires, etc. Et qu'on vous explique qu'à un moment donné, en fait, si vous avez besoin d'argent, on est prêt à vous le prêter, mais par contre, vous allez vous mettre caution personnelle de ça, de ça, de ça, de ça. Et donc, vous dites, ah ben là, si je me plante, ça veut dire que quand mes copains auront un appart, moi, j'aurai fini de rembourser le prêt de ma première boîte. Voilà. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Et c'est là que vous allez faire la différence entre l'entrepreneuriat pour moi et l'intrapreneuriat. C'est que l'esprit est le même, mais la capacité de prise de risque est complètement différente. Bien sûr. Ok. Bon, merci beaucoup pour la question. C'était
Donc, c'est très intéressant. Je sais pas si ça répond, mais Je pense que oui. Ok, bon, il est déjà 19h06. On a un peu. Ça dépend, hein. on a un peu débordé. Non, Ouais, on on démarre a. jamais. Ouais, on déborde jamais. Non, bah, on apprendra pour la suite qu'on mettra peut-être des créneaux d'1h30 et pas 1h. Donc désolé si c'est un peu débordé. Dans tous les cas, on se retrouve au Barricam tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. Finalement, il n'y a pas de buffet. Ouais, C'était. il y a un buffet, il y a le club musique et il y a toujours le Barricam. Donc il y a de quoi Il y a un manger. buffet finalement? Il y a un buffet. Il y a un... J'ai pas eu ma blague. Bon. Ah, donc juste un dernier mot, désolé. Bon, merci. Merci beaucoup. Rapidement pour conclure, juste ces 5 minutes, à moins que vous deviez y aller. Bon, voilà, je pense qu'on a tous été inspirés par Olivier, c'est super. Moi, j'ai particulièrement été inspiré par le fait que voilà, on est jeune, on a encore beaucoup d'énergie pour créer, et surtout, voilà, on est dans un monde où beaucoup de choses sont possibles. Et donc voilà, je reviens à mon point qui est vraiment la raison d'être du club, c'est d'aider les étudiants à développer leur projet entrepreneurial. Donc rejoignez-nous, on va faire des choses Ah. super. Je peux faire Oui, une dernière phrase? bien sûr. En fait, je vais vous dire un petit secret. Vous êtes étudiant. Le meilleur moment pour créer, c'est maintenant. Vous ne prenez aucun risque dans la vie. Voilà. La création d'entreprise, elle se fait soit très tôt, soit généralement après un accident de vie. Perte d'emploi, un élément où en fait, finalement, on se dit, bon, bah, de toute façon, comme je suis dos au mur, j'y vais, etc. Aujourd'hui, c'est un moment unique pour être capable de créer une entreprise parce que vous avez peu de problématiques financières, peu d'engagement, pas forcément d'enfants, pas forcément, voilà. Donc, peu de contraintes à ces niveaux-là. Et c'est donc un moment assez extraordinaire pour pouvoir créer. Donc, si vous avez envie de créer, si vous avez des idées, en fait, je vous dirais que vous ne pouvez pas vous planter. Parce que même si l'entreprise ne marche pas, l'expérience que vous allez acquérir, l'apprentissage que vous allez en avoir, est quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous à titre personnel et pour le développement que vous pourrez avoir dans le futur. Une fois que vous allez rentrer dans la vie professionnelle, vous allez vous installer, famille, enfants, etc. Vous allez avoir des contraintes personnelles qui font qu'il sera beaucoup plus compliqué d'accepter le risque de l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas que vous qui allez devoir l'accepter, c'est l'intégralité de la cellule autour de vous. Donc, voilà. Donc si vous avez des envies, profitez du club, profitez de maintenant, parce que c'est le meilleur moment. Super, bah parfait. J'espère que ça vous a donné envie. Rapidement, là le prochain événement c'est le Démo Day, mais notre gros événement qui arrive, c'est le hackathon. Je laisse rapidement. Ouais, rapidement, du coup, le hackathon, ça se passera le 30 avril. Ici, par exemple. Tiens. Vous entendez rien? Ok. Alors, on est très proche, Nico. Merci beaucoup. Donc, le hackathon, ça se passera le 29 et 30 avril sur le campus de l'ECAM, normalement. Donc, en fait, c'est un week-end entier où vous allez être en équipe avec des élèves d'autres écoles. Donc, dans ces autres écoles, on retrouve l'EM, Centrale, GEM, donc Grenoble École de Management. Et vous allez, en fait, devoir créer le meilleur projet en 48 heures. Donc, si vous voulez concurrencer, en fait, Olivier Leclerc-Jury et LDLC, c'est peut-être le bon moment. Donc voilà, gardez la date en tête, 29 et 30 avril, et puis on vous enverra d'autres infos, beaucoup d'infos dans les semaines à venir. Merci beaucoup d'être venu à la conférence et on se retrouve tout de suite.